Nous sommes absolument convaincus que les Jeux Olympiques à Paris vont concentrer sur notre pays un niveau inédit d'attaques cyber de tout ordre. Votre bilan 2022, Vincent Strubel, montre que la plupart des cyberattaques touchent en fait les TPE et les PME, les très petites et moyennes entreprises. 40% des attaques. Données sensibles, une émission produite par Advance. À ses débuts, Internet devait représenter un nouveau territoire d'horizontalité et de liberté, affranchi des logiques marchandes. Cette utopie a fait long feu. 35 ans après son apparition, le web s'est centralisé autour de géants du numérique et est devenu le centre commercial titanesque que l'on connaît. Parallèlement, le réseau mondial a vu de nouvelles formes de délinquance et de criminalité se développer, jusqu'à devenir un vecteur majeur pour les menaces aux personnes et aux organisations. Des premiers virus bricolés aux attaques numériques sur les institutions, Données Sensibles revient sur la nouvelle ligne de front qui occupe les services de police et de justice. En fin d'épisode, nous donnerons la parole au général Christophe Husson, chef du commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace, et à Aurélia Delphos, spécialiste du droit du numérique pour Advance. La bataille du cyberespace, c'est le 3e épisode de Données Sensibles. La création du World Wide Web dans les années 80 laissait entrevoir tous les interstices de nos vies où allait pouvoir s'engouffrer le réseau. La réalité a dépassé ses attentes jusque dans les plus troubles des comportements humains, même si la fiction avait encore un peu d'avance. Le film War Games en 1983 mettait déjà en scène un jeune pirate informatique qui accède au réseau informatique de l'armée américaine. C'est l'apparition du terme cheval de Troie. Dès 1988, dans la vraie vie, un programme que l'histoire a retenu sous le nom de Ver de Maurice, comme dans Ver de terre et du nom de son créateur, infecte 10% des quelques 60 000 machines alors reliées entre elles. Cet épisode marque le début d'une nouvelle ère et l'apparition des premiers antivirus, dont le fameux VirusScan de John McAfee. Les années 90 sont celles de la mise en réseau du globe et du développement des menaces. Des fortifications s'érigent pour s'en prémunir. Netscape crée le protocole SSL, qui permet de chiffrer la liaison entre un serveur et un navigateur, et la protection des données personnelles fait l'objet, en 1995, d'une directive européenne. C'est à cette période qu'apparaît le terme de cybercriminalité, qui représente pour le ministère français de l'Intérieur toutes les infractions commises sur le réseau Internet. Il peut s'agir d'infractions nouvelles, comme le piratage de systèmes d'information, ou d'infractions anciennes commises dans un nouveau système, comme l'escroquerie. En 1996, 2 étudiants de Stanford commencent à travailler sur un nouveau moteur de recherche qui évaluerait la pertinence d'une page web selon le nombre de liens hypertextes pointant vers elle. L'entreprise Google est créée en 1998. Facebook voit le jour en 2004 au sein de l'université de Harvard. Nous reviendrons plus tard sur l'incidence de ces événements sur l'histoire de la cybercriminalité. L'heure est encore à la propagation de virus informatiques. En 2000, un mail comportant une pièce jointe nommée « Love Letter for You » se répand de façon pandémique aux 4 coins du globe. Le virus, baptisé « I Love You » par la presse, infecte des dizaines de millions d'ordinateurs équipés de Microsoft Outlook, dont ceux du Pentagone, de la CIA et de grandes entreprises. On estime les dégâts occasionnés à une dizaine de milliards de dollars. Il s'avérera que le programmeur philippin à l'origine de cette déclaration d'amour vache n'avait pas anticipé le potentiel de nuisance de sa création. Il est d'ailleurs resté impuni, car aucun texte de loi philippin n'existait encore contre ce type d'infraction. Dans cette période d'émancipation et d'élargissement du web, principalement constituée de pages statiques, les données personnelles ne sont pas encore l'objet des convoitises. Mais l'émergence du web 2.0, qui fracasse la frontière entre éditeurs et utilisateurs, va changer la donne. Le web n'est plus une vitrine, mais une plateforme, et l'usager devient un contributeur. Wikipédia apparaît dès 2000, suivi de LinkedIn en 2003, Facebook en 2004, YouTube en 2005. Ce désir généralisé de s'emparer du web va donner lieu à un nouvel artefact rapidement prisé des entreprises comme des malfaiteurs. Les données personnelles se déversent sur la toile à torrent et deviennent l'objet de toutes les convoitises. L'affaire Ashley Madison en est une bonne démonstration. En 2015, des pirates attaquent ce site américain dédié aux rencontres extra-conjugales et dérobent les données, forcément sensibles,
de millions d'utilisateurs qu'il publie dans la foulée. Cette cyberattaque aura des répercussions énormes tant sur le plan économique pour l'entreprise que personnel pour des millions d'utilisateurs. Les médias sociaux ne font pas qu'inciter à la publication de données personnelles. Ils servent également de levier pour de nouvelles formes d'atteinte aux personnes. Les fraudes diverses se multiplient, phishing, arnaque à la romance, fraude au faux président, et le cyberharcèlement se déchaîne, sans oublier les affaires de pédopornographie qui relèvent elles aussi des cyberinfractions. On est désormais loin des atteintes aux droits d'auteur que constituait le piratage illégal aux grandes heures du peer-to-peer. Dans cet amalgame d'actes illégaux en ligne, un outil devient l'un des plus prisés des malfaiteurs. Le ransomware, ou rançongiciel, paralyse le système d'une personne ou d'une organisation cible et se déverrouille en contrepartie d'une somme d'argent, en euros, en dollars ou en crypto-monnaie. En 2019, 17 enquêtes sur des attaques par ransomware ont été ouvertes en France. Ce chiffre est passé à plus de 500 en 2023. Les 2 premiers épisodes de notre série illustrent ce phénomène. Toutes ces menaces peuvent provenir de n'importe quel coin du globe. Il existe cependant un lieu où fleurissent les trafics entre cybermafias et les initiatives individuelles de délit. Il s'agit du Dark Web, une sous-couche du réseau Internet qui n'est pas indexée par les moteurs de recherche et qui offre un anonymat total à ses utilisateurs. Dans ce bas-fond du web, stupéfiants, armes à feu, images pédopornographiques ou encore fausses ordonnances s'échangent à visage couvert. La cybercriminalité a évolué en même temps que la technologie et les usages. Aujourd'hui, elle est utilisée à toutes les échelles, de la petite escroquerie aux stratégies politiques de désinformation. Face à ces menaces, les organisations privées et les États adoptent des réflexes en cybersécurité de plus en plus avisés et s'arment de nouveaux arsenaux. Le démantèlement en 2020 de la messagerie cryptée EncroChat symbolise cette réponse au crime organisé en ligne qui a des répercussions dans le monde réel. En décryptant les messages de ce service de communication néerlandais, un consortium d'enquêteurs du monde entier est parvenu à porter un coup majeur à un réseau de groupes criminels qui a abouti à plus de 6500 arrestations et à la saisie de près d'1 milliard d'euros d'avoirs criminels, stupéfiants, armes, avions et propriétés immobilières. À mesure que se développent de nouvelles technologies, la criminalité devient plus protéiforme que jamais. Désormais, c'est sur la blockchain, face à l'intelligence artificielle et à l'informatique quantique, que se mènent les batailles du cyberespace, avec pour objectif de devancer la sophistication des méthodes des malfaiteurs. Pour évoquer la situation actuelle sur la ligne de front dans le cyberespace, j'ai l'honneur d'avoir en ligne le général Christophe Husson, chef du commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace. Général, bonjour. Bonjour. Vous étiez, il y a encore quelques mois, à la tête de la ComCyberGend, c'est-à-dire la gendarmerie nationale dans le cyberespace. Et vous avez donc pris la tête de ce nouveau ComCyber-MI, qui entend mieux coordonner la réponse. Est-ce qu'avec cette réorganisation, la France prend mieux la mesure du contexte ? Alors effectivement, c'est un des éléments en termes de réorganisation, puisque le ministre de l'Intérieur a décidé de créer le ComCyber du ministère de l'Intérieur. Il permet de coordonner davantage les différentes forces qui composent ce ministère. Alors, c'est pas la seule structure qui lutte contre la cybercriminalité, en tout cas le cyber au sens très large, puisqu'on a également d'autres structures comme l'ANSSI, comme le ComCyber des armées, comme Action contre la cybermalveillance. C'est un dispositif qui est bien évidemment global. Et le ministère de l'Intérieur, lui, en tout cas, s'inscrit très clairement dans cette orientation. Et ce commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace a vocation à travailler sur 3 grands piliers, qui sont tout d'abord le pilier opérationnel, pour être co-saisi avec des services de police ou de gendarmerie sur des compétences dites rares. On aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. C'est de travailler aussi sur le segment de la formation des personnels, qu'ils soient policiers, gendarmes, mais également d'autres partenaires, notamment le ministère de la Justice, les armées ou les douanes, par exemple. Et puis également travailler sur toute la stratégie ministérielle en matière de lutte contre la cybercriminalité. Alors, ça peut recouvrir plusieurs aspects. C'est l'état de la menace, c'est diffuser des fiches d'alerte flash sur tel ou tel sujet qui est émergent aujourd'hui pour concourir à la résilience de la nation. C'est définir une doctrine en matière de prévention. C'est également faire en sorte de faire évoluer soit les règlements, soit la législation au niveau national et international, permettre aux policiers et aux gendarmes de travailler avec un code de procédure pénale qui leur permet d'avoir les moyens d'avancer sur les différentes enquêtes. Donc oui, ça fait partie vraiment des réorganisations et
et donc une prise en compte du cyber au sens très large. Alors aujourd'hui, en 2024, on a l'impression que la cybermenace n'a jamais été aussi présente. En tout cas, on en parle de plus en plus dans la presse auprès du grand public. Et on a notamment entendu récemment quelques victoires qui semblent en tout cas marquer un tournant, en tout cas contre les ransomware, Ragnar Locker et Lockbit. Est-ce qu'il y a vraiment un tournant? Est-ce que ça vient concrétiser une nouvelle approche de la cybersécurité? Alors, ces deux affaires que vous citez, à la fois Ragnar Locker et Lockbit, ça montre que les investigations fonctionnent, que ça marche, qu'on arrive à identifier les auteurs, y compris sur des attaques qui sont des attaques de très haute intensité, qu'on arrive à interpeller et qu'on arrive à présenter à la justice. Donc ça, c'est quelque chose qui est excellent pour le présent et pour l'avenir, bien évidemment. Et ça montre également que le dépôt de plainte est utile, même si on a affaire à des enquêtes qui sont des enquêtes très longues, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a une dimension très internationale. Il n'y a pas de frontières dans le domaine du cyber, ce qui veut dire que les enquêtes sont complexes, parce qu'on a un besoin de coopération fort entre les différentes forces de sécurité intérieure des différents pays qui sont concernés. On a besoin aussi d'une bonne coordination au niveau justice. Alors, il y a des protocoles qui existent, il y a des accords qui existent. C'est plutôt efficace, mais évidemment, ça prend du temps. Et l'autre élément également, c'est que ces enquêtes sont complexes parce qu'elles sont très techniques. Donc, on a vraiment besoin de faire travailler ensemble à la fois les enquêteurs judiciaires, puisque c'est notre métier de faire des enquêtes judiciaires, et également les techniciens, les ingénieurs, qui ont des compétences très pointues également, et les faire vraiment travailler ensemble. Donc, tout ça, ça aboutit, ça montre que c'est efficace, mais ça prend du temps. Alors, c'est pas les deux seuls succès qu'on a pu avoir auparavant. Il y en a eu il y a déjà quelques temps. Sans doute avez-vous entendu parler d'EncroChat, qui était une solution de téléphonie chiffrée qui était démantelée à l'époque par les gendarmes. Ça a commencé en 2018, cette affaire, qui a permis de pouvoir procéder à 7000 interpellations à travers le monde sur une solution de téléphonie chiffrée qui était utilisée par des réseaux criminels, pas cybercriminels, mais par des réseaux criminels, pour échanger sur tout un tas de choses très différentes, notamment en matière de trafic de stupéfiants, mais pas que. Et donc, ça a été vraiment un beau succès. Donc, il y a vraiment des succès importants. Et c'est vrai que sur ces deux ransomware que vous évoquez, c'est quelque chose qui est vraiment très, très rassurant pour l'avenir. On a des forces de sécurité intérieure et la justice également, puisque c'est un partenariat très fort qui fonctionne. Présenter ces cyberdélinquants à la justice, c'est le sens de votre engagement. Est-ce que c'est nouveau qu'on puisse enfin judiciariser ces affaires ? Alors non, c'est pas nouveau, hein. On le faisait déjà auparavant. L'exemple d'EncroChat que je donnais tout à l'heure, donc initié en 2018 et ce n'est pas encore terminé. Il y a eu d'autres exemples évidemment par le passé. Donc non, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est bien notre mode opératoire. L'idée avec les réorganisations que nous pouvons avoir et la montée en puissance de la lutte contre la cybercriminalité au sein du ministère de l'Intérieur, c'est de faire en sorte que là aussi on puisse en présenter encore davantage et avec l'ensemble des moyens qu'on consacre, tant les moyens humains que les moyens techniques que nous avons mis en œuvre. Donc non, c'est bien notre cœur de métier et c'est pas quelque chose de nouveau. C'est bien ce sur quoi on tend aujourd'hui encore de plus en plus. Alors on a entendu dans le récit qui a été fait une certaine chronologie de la cybermenace. Comment vous évaluez son évolution au fil des dernières années, que ce soit en termes de nature ou d'importance? Est-ce que les grands événements géopolitiques en fait ont une influence sur cette menace? Alors, je peux commencer par effectivement vous faire un petit point sur l'état de la menace avec quelques chiffres. Sur les 5 dernières années, le nombre d'effets cyber qui ont été enregistrés par les services est en augmentation de 42%. Donc, ça montre qu'on est sur quelque chose qui est en évolution permanente et avec une intensité qui est assez forte. Ça se répartit selon 3 grandes familles. 80%, ce sont les escroqueries sur Internet qui se sont déportées finalement sur des escroqueries qui étaient plutôt classiques et donc qui se sont déportés sur le segment virtuel. Pour 10%, vous avez ce qu'on appelle les atteintes aux personnes. C'est essentiellement le cyberharcèlement, mais également la pédopornographie en ligne, qui a pris également une ampleur importante. Et puis, les 10% qui restent, c'est tout ce qui concerne les atteintes au système de traitement automatisé des données, donc ce qui potentiellement est assez intrusif dans les systèmes d'information. Et c'est là où vous allez y trouver les ransomware, les attaques par ransomware, ou les attaques par délit de service, par exemple. Donc ça, c'est l'état actuel. Ça n'a pas changé, grosso modo, en termes de proportion sur les 2 ou 3 dernières années. En revanche, on observe des changements de comportement de la part des adversaires, en particulier sur les ransomware, puisque ça reste quelque chose qui est particulièrement utilisé aujourd'hui, de manière assez intensive.
Et en 2017-2018, quand le phénomène est apparu, ce sont essentiellement les grands groupes, type grand groupe du CAC 40, qui pouvaient être attaqués, avec des demandes de rançon qui étaient particulièrement importantes, l'équivalent de plusieurs dizaines de millions de dollars ou d'euros payables évidemment en crypto-monnaie. Ce sont des groupes qui ont mis à niveau leur système d'information avec une hygiène cyber bien plus importante, ce qui fait que même si aujourd'hui ces attaques peuvent continuer, elles ont quand même moins de chances de pouvoir aboutir. Et l'adversaire a changé son mode opératoire et aujourd'hui s'attaque davantage à des entreprises de taille plus modeste, les PME, les ETI, mais également les collectivités territoriales, les hôpitaux qui ont été aussi attaqués ces derniers temps. Donc c'est particulièrement vaste, les professions de santé de manière générale d'ailleurs, et avec une demande en termes de montant de rançon qui est proportionnelle au chiffre d'affaires de la PME ou de l'ETI. Donc c'est vraiment un modèle qui a complètement changé, et l'adversaire sait s'adapter aussi à la manière dont nous aussi nous pouvons réagir et dont les entreprises réagissent. Pour parler du contexte très présent en cette année olympique, on lit ici et là que ces Jeux olympiques exposent particulièrement la France. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer ? Alors, l'aspect cyber, évidemment, est l'une des menaces importantes qui est bien prise en compte dans le cadre des Jeux olympiques. Il est clair que l'ensemble des pays aura les yeux rivés sur la France pendant la période des Jeux olympiques. Donc, ça donne potentiellement une tribune importante à l'adversaire qui tentera probablement de pouvoir attaquer les différents systèmes d'information. Donc, c'est une menace réelle que l'on doit absolument prendre au sérieux, bien évidemment, et c'est le cas aujourd'hui, avec l'intégralité de l'écosystème cyber. Donc, c'est à la fois la lutte contre la cybercriminalité, c'est également la cyberdéfense et la cybersécurité, et puis c'est également en amont toutes les actions de prévention que l'on peut faire en la matière. Alors, quand on parle d'action de prévention, c'est l'identification de toutes les entités aujourd'hui, de près ou de loin, sont rapprochés aux Jeux olympiques. Donc, c'est faire en sorte d'identifier les vulnérabilités sur le système, de les accompagner et de faire en sorte que le niveau de maturité cyber soit suffisant pour limiter l'impact des attaques. Mais ça peut être également, je pense en particulier à un dispositif qu'on a mis en place il y a déjà presque un an, c'est la lutte contre la vente de faux billets, ou de billets qui n'existent pas dans le cas des JO, puisque ça touche là typiquement n'importe quel citoyen. Et donc, on a une grosse action en termes de prévention en la matière, et pas que de la prévention, puisque aujourd'hui, on fait en sorte de pouvoir identifier des auteurs et là aussi de pouvoir les interpeller, les présenter à la justice. Donc, il y a un vrai sujet effectivement en matière d'attaques cyber à l'occasion des Jeux olympiques, et la France s'y prépare aujourd'hui avec ses différentes composantes. Justement, cette réponse à la cybermenace, comment se construit-elle ? Alors, je me permets de préciser que vous avez une formation d'ingénieur. Est-ce que les profils comme le vôtre sont assez nombreux dans la fonction publique ? Est-ce que l'État est en train de se doter de profils comme ça qui ont une compétence, on va dire, d'enquête et technique pour répondre à la menace ? Alors oui, effectivement, c'est bien le cas. Alors, si je prends l'exemple de la gendarmerie aujourd'hui, c'est 50% des recrutements de ces officiers qui sont des scientifiques. Alors, c'est à la fois pour en faire des gens qui vont travailler sur les domaines scientifiques et techniques, mais c'est aussi pour avoir des gens qui ont la bonne compréhension de toutes les problématiques qui pourraient être liées au numérique. Parce qu'on a besoin aussi, dans le cadre du commandement, de bien comprendre tous les enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui. Donc, il y a une vraie politique en la matière. Alors précisément, ici, nous sommes à Lille et à quelques encablures de notre studio se trouve un campus cyber qui est doté d'un centre national de formation à la cybersécurité. C'est une brique importante dans le dispositif. Et est-ce qu'il y a un premier bilan à tirer de ce centre de formation ? Alors, effectivement, le Centre national de formation cyber appartient au ComCyber du ministère de l'Intérieur. Ce centre est très récent puisqu'il a été créé le 1er août 2022. Initialement, il avait été créé au sein de la gendarmerie. Le ministre de l'Intérieur avait souhaité qu'il ait une dimension très rapidement ministérielle. Et en 2023, ce sont approximativement 500 gendarmes et policiers, plus quelques partenaires extérieurs qui ont été formés essentiellement sur des formations qui sont des formations de haut niveau et plutôt en formation continue. Donc, c'est une brique importante qui continue à monter en puissance aujourd'hui. Et on voit bien que dans le cadre de toutes les enquêtes judiciaires qui sont les nôtres, c'est la compétence de nos militaires ou des fonctionnaires de police qui est évidemment majeure.
Et on ne pourra réussir à effectuer des enquêtes sous pseudonyme, à effectuer des enquêtes très spécifiques en matière de traçabilité des cryptoactifs si on a des gens qui sont particulièrement bien formés. Et c'est tout le rôle de ce Centre national de formation cyber qui est situé à Lille. Revenons sur cette année olympique. Est-ce que ce Centre national de formation est arrivé à temps pour justement préparer la réponse pour armer la France dans le cyberespace ? Alors oui, il est arrivé en août 2022. Il a permis de structurer complètement l'offre de formation qui existait auparavant. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu évidemment le Centre national de formation cyber pour former les gendarmes ou pour former les policiers. Là, en revanche, on a quelque chose qui est bien plus structuré avec un dispositif qui est commun pour l'ensemble des forces. Et sur les 500 personnels qui ont été formés, on voit que c'est quand même quelque chose. Et encore une fois, sur des formations qui sont des formations du haut du spectre, c'est un élément clé dans la formation de nos personnels, dans leurs compétences. Et ça va continuer. Ça continue d'ailleurs évidemment en 2024 jusqu'à l'approche des JO et ça continuera par la suite. Parce qu'il y aura évidemment ensuite une vie après les Jeux Olympiques et des attaques cyber, on continuera sans doute à en avoir. Donc, il y a les JO, c'est une étape, mais il y a aussi le reste, la suite, et on a besoin de continuer à former de manière intensive. Alors, dans les 2 premiers épisodes de cette série, j'interrogeais les experts d'Advance sur leur collaboration avec les forces de police et de gendarmerie. Du coup, je vous pose la question à vous. Comment est-ce que vous collaborez avec des acteurs privés comme Advance ? Est-ce que ce maillage-là d'acteurs privés, qui est assez dense, ils ont vocation à intervenir en premier et vous intervenez après pour l'enquête judiciaire ? Comment ça se passe ? Alors, on a besoin de travailler avec l'intégralité de l'écosystème. Et je pense qu'on peut donner un exemple très concret qui est celui du campus cyber qui se trouve à La Défense, où sont rassemblés dans un même immeuble à la fois les structures privées, les structures administratives, le monde de la recherche, le monde universitaire, le monde associatif. Et le Com Cyber du ministère intérieur est présent au sein du campus cyber. Les différentes forces en matière de cyber de la police et de la gendarmerie sont également présentes au sein de ce campus sur un plateau spécifique et ça permet justement d'avoir une interaction forte avec l'ensemble des acteurs du cyber. Donc oui, tout le monde est partenaire, on a besoin de travailler de manière très collective. Alors de manière très concrète, vous évoquez tout à l'heure les interventions, notamment dès lors qu'une attaque cyber a été identifiée, plutôt là encore du haut du spectre, et on peut reprendre l'exemple des ransomware. Il y a un besoin de travail, là aussi, en coordination avec l'ensemble des acteurs. C'est à la fois les policiers ou les gendarmes qui doivent intervenir parce qu'ils ont besoin de récupérer des éléments utiles pour identifier l'origine des attaques et donc tenter d'interpeller les auteurs. Les sociétés qui sont les sociétés de remédiation ont besoin, elles, de remettre en œuvre le service. Et c'est là où on a besoin de se coordonner ensemble parce que remettre en œuvre le service, ça peut potentiellement être destructeur d'un certain nombre d'éléments techniques qui nous permettront de pouvoir avancer dans le cadre de l'enquête et on a besoin de travailler, de se coordonner ensemble. Donc, on est vraiment partenaires en la matière. Et puis, au-delà de ça, dans toutes les actions de prévention que l'on effectue, la gendarmerie avait mis en place il y a quelque temps un pré-diagnostic cyber qui s'appelle Diagonal, qui permet de mesurer le niveau de maturité cyber d'une collectivité ou d'une entreprise, encore une fois les PME, les ETI, voire également les hôpitaux. Et dès lors qu'on identifie qu'il y a plutôt des dysfonctionnements ou des sujets qui ne sont pas forcément au bon niveau, eh bien, on met en relation avec des entités comme ACIMA, Action contre la cybermalveillance, le groupement d'intérêt public, qui dispose d'un certain nombre d'entreprises qui sont labellisées, qui sont des entreprises du secteur privé et lesquelles pourront ensuite soit effectuer des audits, soit effectuer de la remédiation auprès de ces entreprises. Donc, on est vraiment sur un travail qui est un travail collaboratif et on est tous partenaires dans le domaine du cyber. Alors, resserrons la focale sur votre commandement. Il dispose de compétences rares et mène à ce titre ce qu'on appelle des investigations numériques du haut du spectre. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer les contours ? Oui, alors ça fait partie effectivement du pilier opérationnel du Com Cyber du ministère intérieur. L'idée, c'est de pouvoir être co-saisi d'un point de vue judiciaire par un magistrat avec un service de police ou de gendarmerie sur des enquêtes cyber du très haut du spectre. Alors, on a identifié 3 compétences rares qui sont aujourd'hui au sein du Com Cyber Ali. Je vais commencer par la première qui est la science de la donnée. Aujourd'hui, on a très peu d'enquêtes judiciaires de très haute intensité au sein de laquelle on n'a pas besoin de traiter de la donnée de masse. Et la donnée de masse aujourd'hui, la traiter uniquement par des humains, ça devient une mission totalement impossible. Donc, on a besoin de serveurs, on a besoin de machines, on a besoin
d'une couche d'intelligence artificielle qui potentiellement pourra faire un premier élément de tri et d'analyse avant que les enquêteurs ensuite fassent les analyses du dernier kilomètre. Donc ça, c'est bien un sujet qui est un sujet important. La deuxième, c'est tout ce qui concerne l'expertise technique de très haut niveau. Je pense en particulier à l'identification de vulnérabilités sur des systèmes, à la capacité de pouvoir faire de la captation. Et donc, on fait le lien ensuite avec la donnée qui doit être exploitée, ce que j'ai évoqué juste avant. Donc ça, c'est vraiment de l'expertise technique de Théoline. C'est là où vraiment on va avoir besoin d'ingénieurs qui sont des officiers de gendarmerie, qui peuvent être parfois des personnels civils. On doit rechercher dans les différentes écoles. Et puis, la troisième compétence rare que nous avons identifiée, c'est celle de la traçabilité des cryptoactifs. Les rançons sont très souvent aujourd'hui demandées en crypto-monnaie. Le blanchiment d'argent qu'on peut connaître de manière très traditionnelle a aussi sa composante dans le domaine des crypto-monnaies, avec des échangeurs de crypto-monnaies, avec des blanchisseurs. Et toute la traçabilité n'est pas évidente à identifier. Et c'est là où on a besoin de compétences très rares. Et d'ailleurs, des compétences que l'on acquiert au sein du Centre national de formation cyber. C'est là où on forme en interne au profit des policiers et des gendarmes. On l'a fait également au profit de pays de l'Union européenne et pas que. On a également formé un certain nombre de pays sur le continent américain. La dernière session de formation a eu lieu en novembre dernier. Et ce sont plus de 30 personnes qui ont été formées en provenance de 22 pays différents. Donc voilà, si vous voulez, les différentes composantes aujourd'hui. C'est quelque chose qui est évolutif. Peut-être que demain, on aura une autre compétence rare que l'on positionnera au sein du ComCyberArmy. Et tout l'enjeu aussi, c'est de pouvoir travailler sur l'avenir et de ne pas être systématiquement à l'accroche de l'adversaire, mais d'être proactif sur la manière dont il pourra utiliser les nouvelles technologies. Je pense en particulier à ce qui est offert par l'intelligence artificielle, bien évidemment. Je peux penser aussi au quantique pour le chiffrement, qui sera utilisé par l'adversaire, mais le déchiffrement aussi que l'on pourra utiliser, nous, à notre niveau. Et puis, il y a également d'autres domaines comme la blockchain et toutes les capacités qu'elle peut apporter aujourd'hui. Donc, on a aussi un besoin de pouvoir travailler sur l'avenir et avec l'ensemble de nos partenaires, notamment les partenaires européens. En effet, on comprend que la tâche est immense. Pour terminer, Général, où se trouvent les dernières lignes de front dans le cyberespace ? Où est-ce que ça se passe ? Il y en a beaucoup et en fait, on peut difficilement mettre une ligne de front en avant par rapport aux autres. J'ai évoqué un petit peu tout à l'heure sur l'état de la menace, les 80% qui concernaient les escroqueries sur Internet. Si vous êtes un particulier aujourd'hui, le phishing, le smishing, la fraude à la romance, la fraude aux faux présidents, ce sont des choses que l'on voit très régulièrement. Alors, ça ne concerne pas que le particulier, ça concerne aussi un certain nombre d'entreprises. Donc ça, c'est une réalité. Le cyberharcèlement, là aussi, ce sont des choses que l'on voit beaucoup, qui d'ailleurs sont médiatisées et qui ont pris aussi une importance forte. Ça fait partie du phénomène cyber également. Et puis, sur les attaques qui sont les attaques vraiment destructives sur les systèmes d'information, on a parlé des ransomware. Ça continue aujourd'hui à évoluer en la matière. J'avais expliqué un petit peu les modes un peu différents de la part des utilisateurs, mais en tout cas, ils restent très présents. Et les attaques par DDoS, les attaques par déni de service, qui nécessitent moins de compétences techniques que les ransomware, et donc qui sont aussi fortement utilisés, et qui, même s'ils n'ont pas une action totalement destructrice sur les systèmes, eh bien, peuvent les paralyser pendant un laps de temps important, ce qui peut avoir une conséquence sur une activité économique, mais également une conséquence aussi en termes d'image. Et puis, il y a peut-être un point qui, lui, est un peu transverse et global, c'est celui de la donnée. De la donnée sensible, une donnée personnelle et par défaut une donnée sensible. Les données qui sont liées à une activité dans un secteur d'une administration, d'une entreprise privée ou autre, le vol de la donnée et ensuite sa commercialisation sur le dark pour des raisons très diverses et variées, pour peut-être de l'usurpation d'identité ou ce genre de choses, eh bien c'est un phénomène qui est quand même d'ampleur aujourd'hui. Il faut être particulièrement prudent sur ces données, qu'elles soient celles d'une entreprise, d'une administration ou ces données personnelles. Cette série s'appelle précisément « Données sensibles ». Donc, on a bien compris que la ligne de front était en quelque sorte devant chacun de nous. Merci infiniment, Général. Merci à vous. Et parce que le travail d'enquête que nous décrit le Général Husson doit trouver une réponse dans le droit, j'ai le plaisir d'avoir également en ligne Aurélia Delfos, experte en droit du numérique. Aurélia Delfos, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'offre conformité chez Advance. Vous êtes donc une experte du cyberdroit et vous allez pouvoir nous livrer votre vision de l'approche légale des sujets de cybersécurité.
Selon vous, dans un premier temps, est-ce que l'arsenal judiciaire français est à la hauteur des enjeux, notamment ceux qu'on a décrits précédemment ? Alors oui, je pense qu'aujourd'hui, nous avons tout l'arsenal nécessaire, en tout cas, pour punir les cybercriminels, pour se défendre, pour faire monter le niveau de cybersécurité en France. Il est touffu comme l'ensemble du droit français. Après, il reste son application et la judiciarisation et la prise en compte de tout ça dans une réalité judiciaire. Et comment a-t-il évolué cet arsenal ? Est-ce qu'il a évolué suffisamment parallèlement avec les nouvelles méthodes, les nouvelles menaces ? Alors non, le droit est un monde un peu plus lent finalement que le monde de la cybersécurité. Pour travailler dans la cybersécurité avec une vision de juriste, pour moi, ça va très très vite, même s'il y a eu une forte accélération ces 5 dernières années avec une prise en compte que l'on peut dire dans la société, dans les entreprises, dans l'arsenal juridique, etc. et qu'on a un certain nombre de choses qui avancent. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y avait rien non plus. Il y a toujours eu cette notion de judiciarisation, de poursuite, etc., avec des textes fondateurs qui datent des années 80. Donc, ça fait quand même longtemps qu'on poursuit un certain nombre de cybercriminels, de hackers, peu importe comment on les appelle. Mais là, il y a une accélération, et il y a une accélération sur 2 pattes, à la fois de la volonté de punir ceux qui commettent des infractions, et puis à la fois de prendre en compte dans les entreprises et aussi dans la vie de tout à chacun des mesures de sécurité qui sont encadrées et de protéger au travers de la loi. Donc aujourd'hui, on ne pourrait pas faire face à un vide juridique, quel que soit le cas qui se produirait. Il y a toujours des réponses juridiques. Il pourrait toujours y avoir des réponses juridiques. Après, elles sont parfois très bordées, donc il faut faire attention. Il y a tout ce qui est interdit de faire comment. Mais le droit numérique ou le droit de la cyber s'inscrit dans le droit en entier. Donc il y a aussi toutes les autres possibilités de judiciarisation. On pourrait reprendre comme Al Capone. Il n'a pas forcément été arrêté ou mis en prison pour des raisons de meurtre ou de choses comme ça, mais pour des raisons fiscales. On a ces mêmes outils qui peuvent arriver puisque l'on combine plusieurs méfaits finalement et plusieurs qualifications qui nous permettent de punir de facto les cybercriminels. Et justement, pour appliquer ce droit, on a parlé avec le général Husson de la formation des enquêteurs. Vous êtes juriste, est-ce que la formation des juristes prend désormais suffisamment en compte ces nouveaux enjeux de cybersécurité ? Alors depuis quelques années, oui, c'était pas le cas. Moi, quand j'ai commencé, j'ai exercé mon droit. Je ne viens pas du tout de là. Je n'ai pas un diplôme en droit numérique. Moi, j'ai un diplôme de droit beaucoup plus standard, voilà. Et ça restait quelque chose de moins visible. Maintenant, il y a de plus en plus de juristes et surtout, le juriste n'est plus cantonné aux affaires juridiques de l'entreprise ou de l'organisation ou ainsi de suite, mais il fait vraiment partie de l'arsenal et des métiers décrits comme faisant partie de la cyber en tant que telle, ce qui était moins vrai quand moi j'ai commencé dans la cyber et qui aujourd'hui, il y a des tas de juristes qui rejoignent des tas de cabinets, des entreprises et qui font partie des vrais métiers de la cyber, ce qui n'était pas le cas avant. Mais après, voilà, il n'y a pas de droit cyber pur, il faut connaître, et le champ d'investigation et le champ d'application du droit de la cyber est extrêmement large. C'est aussi pour ça que c'est important de porter plainte, et c'est peut-être pas un réflexe qu'on a spontanément quand on est face à un ordinateur, à son ordinateur, c'est peut-être moins évident d'aller devant la justice. Les particuliers doivent porter plainte et je pense qu'aujourd'hui les plaintes sont plutôt sur des affaires que l'on peut voir de revenge porn, d'usurpation d'identité, mais ça peut se passer très longtemps après et finalement on ne sait pas toujours qu'on nous a volé nos données, on ne sait pas toujours comment ça se passe, on ne sait pas toujours qu'on se fait arnaquer aussi sur le web, etc. Et d'aller porter plainte, il y a aussi ce côté et là qui est pour moi le même, qu'on soit une entreprise ou un particulier, d'un peu de se sentir honteux
Il y a ce côté, je me suis fait avoir, on va se moquer de moi, on va me dire que c'est de ma faute, que j'ai pas fait ce qu'il fallait, et cetera. Et je pense qu'il faut passer au-delà et arrêter ce victim shaming. Il est important de porter plainte pour des petites, pour des grosses affaires, et cetera. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrête, et qu'on enlève ce sentiment d'impunité. Ces procédures, elles ont de plus en plus de chances d'aboutir, ou est-ce que c'est encore difficile de judiciariser ce genre d'attaque? Ça dépend. Alors, il y a plusieurs leviers de complexité. Il peut, d'abord, quel est le préjudice qu'on a soumis? On ne le sait pas toujours. Peut-être que pour une entreprise ou un particulier, s'il y a eu vraiment des choses qui sont faites ou des choses qui sont palpables, c'est plus facile de préqualifier ou de savoir quel est son préjudice finalement. Mais quand on a perdu des données ou qu'on nous les a volées ou etc., c'est très compliqué de savoir ce qui va en être fait. Et puis, il y a une deuxième chose, l'espace numérique n'a pas de frontières. Enfin, il a des frontières, évidemment, comme vous et moi, mais finalement, on pourrait avoir un cyberattaquant d'un autre pays qui agit dans encore un autre pays. L'arsenal n'est pas toujours le même. La coopération judiciaire, on le voit sur d'autres affaires, peut être très compliquée, même dans le monde réel. Ça l'est encore plus dans le monde numérique et ça crée cette impunité aussi. On pense forcément aux arnaques dites des brouteurs ou à ce genre de choses. Est-ce que, par exemple, entre un cas de revenge porn ou ce genre d'arnaque donc qui dépasse les frontières, on a plus finalement de chances d'aller devant la justice quand c'est au sein d'un espace géographique, peut-être, quand ça dépasse pas trop les frontières? Évidemment, c'est plus simple si le hacker est français, agit sur un terminal français et agit en France, évidemment, mais il commence à y avoir une coopération. On l'a vu sur les brouteurs, il y a eu pas mal d'articles, de choses, etc., et qui permettent aussi de faire comprendre aux pays, quels qu'ils soient, finalement, de l'importance d'arrêter ces choses-là, parce que c'est toujours plus facile et qu'on sent cette impunité. C'est un peu... je ne sais pas, si vous faites un casse réel dans un autre pays, vous vous sentirez peut-être plus impunément et puis vous allez dire que la justice de votre pays ne va pas vous poursuivre pour quelque chose que vous avez fait dans un autre pays. Voilà. Ce n'est pas si vrai et il commence à y avoir de la coopération et je pense que plus il y a de plaintes, plus il y a de choses, plus on prend conscience, plus les chiffres sont importants, plus on va devoir agir et plus on va devoir aussi travailler sur cette coopération. Ce genre de témoignage y concourt, j'espère. Selon vous, quelles sont les dispositions légales qui manqueraient encore au droit français sur le numérique et quelles devraient être les prochaines étapes, peut-être notamment pour inciter les gens à aller devant la justice? Je pense que c'est vraiment une éducation. C'est pas forcément un texte de loi en lui-même ou une énième loi. Je sais qu'on aime beaucoup les lois et beaucoup écrire de lois en France, mais je pense que déjà dans leur application, dans les moyens que l'on fait, de se dire qu'on peut aller dans n'importe quel commissariat pour porter plainte, c'est comme une plainte. Un vol numérique, c'est comme un vol dans la vraie vie. Vous auriez peut-être, si vous faites cambrioler, vous allez appeler la police. C'est la même chose dans cet espace-là. Et il va se passer des choses. Ça peut être long, ça peut être demander des investigations. Il y aura peut-être des classements sans suite, etc. Mais plus on porte plainte, plus on met le numérique n'est pas un long fleuve tranquille. Il s'y passe aussi des choses comme dans la vraie vie qui ne sont pas bien. Et ces comportements doivent être punis. On a compris en tout cas que le temps de la justice n'avait pas le même débit que celui des attaquants. Un grand merci Aurélia Delfosse pour votre éclairage. Merci à vous, bonne journée. C'était Données sensibles, épisode 3, la bataille du cyberespace. Je remercie à nouveau le général Christophe Husson et Aurélia Delfosse et je vous donne rendez-vous en ligne prochainement pour un nouvel épisode dans lequel nous explorons entre autres les filières criminelles de contrebande de ces fameuses données sensibles.